on peut en guérir, heureusement, donc on finira toujours par une note d'espoir. Voilà, ça est dans notre émission ce matin. Et nous avons un panel donc d'invités qui sont déjà parmi nous. Donc nous recevrons tout à l'heure donc le professeur Chakali Mohamed, il n'est pas encore là, donc je parle de lui parce qu'il n'est pas encore arrivé, il arrivera dans un petit moment. Et donc j'ai le plaisir de recevoir mes invités qui sont déjà installés. Nous avons Benhadj Bachira. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes docteur addictologue. Oui, c'est ça. Merci d'être là. Je vous remercie pour l'invitation aussi. Donc, les addictions, c'est un sujet que vous traitez au quotidien. Oh oui, on va essayer de savoir. C'est une maladie qui devient de plus en plus courante et c'est ça, si vous voulez que je passe ça. Très bien. On va continuer déjà de présenter nos invités. Nous avons Madame Fatima Bentahar, donc vous êtes coach thérapeute. Bonjour. Voilà. On a l'habitude de vous recevoir, on se connaît. Oui. Vous êtes une habituée des plateaux de Canal Algérie. Et nous avons Monsieur Abidet Abdelkrim, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Donc, vous êtes expert international, directeur général du Centre de prévention et de lutte antidrogue de Bouchaoui. Bouchaoui. Voilà, merci d'être là. Ouais, merci. Voilà, donc on va essayer un petit peu de planter le décor. Donc, les addictions sont nombreuses. On est tous addicts à quelque chose, sans peut-être le savoir ou en être conscient. On va essayer déjà de commencer par vous, donc Madame Benhadj. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qu'une addiction et surtout la différence avec une habitude. Une addiction, elle a été déclarée comme une maladie chronique. En ce moment, on ne parle plus de l'addiction. Autrefois, délinquance. Voilà, elle est devenue disait toxicomanie. Voilà, donc un mot qu'on n'emploie plus. On préfère employer le mot addiction. Il s'agit d'un changement de comportement avec une envie impérieuse d'aller soit consommer, soit d'adopter un comportement à une certaine situation, comme par exemple comme les réseaux sociaux, comme les jeux vidéo, etc., etc., etc. Et les addictions au sucre, comme on entend parler. Comme nous l'a dit tout à l'heure Fatima Bentahar, la première addiction en fait est l'addiction au sucre. Alors c'est une maladie d'installation progressive. Elle touche le jeune adulte, l'adolescent et le jeune adulte. C'est ça la tranche d'âge. Et elle déduit une dépendance physique et psychique. C'est-à-dire qu'on a un mécanisme au niveau du système nerveux, on va parler d'un circuit de récompense qui est normal chez le non-addict. Ce circuit de récompense, c'est une usine d'hormones, de bonheur, de plaisir. Je vais aller manger, je suis contente. J'ai la dopamine, la libération. En ce moment, c'est tout le monde qui parle de dopamine. Sérotonine. C'est devenu un mot à la mode. Ce qui fait, alors cette usine, il y a une défaillance. Pourquoi elle est défaillante? Parce qu'elle est dominée par la dépendance de la substance ou d'un comportement. À travers cette défaillance, cette usine, une fois qu'elle est gérée par ce genre de substance, etc., elle est défaillante. Automatiquement, la déduction de tout ça, on a des effets néfastes sur la santé mentale, sur la vie quotidienne, sur la vie sociale, professionnelle, etc. Et la différence entre habitude et addiction, l'habitude, c'est des gestes qu'on répète tous les jours, mais c'est des gestes qui sont répétés, qui sont réguliers, qui sont contrôlés. Il n'y a pas de retentissement sur la vie quotidienne. Par contre, l'addiction, ça devient autre chose. C'est des gestes qui sont répétés, mais qui sont gérés par la dépendance physique et psychique. C'est-à-dire, si par exemple l'addict, c'est incontrôlable. Pourquoi c'est incontrôlable? Parce qu'il y a un craving, il y a une envie irrésistible d'aller consommer ou bien d'adopter ce comportement. Très bien. Merci, merci. En tout cas, nous allons tout de suite passer quelques images, le temps d'accueillir professeur Chakali, et on revient juste après cette transition.
sur notre plateau. Vous êtes bien dans votre émission Ma famille, ma vie. Et bien entendu, vous pouvez donc nous joindre au 021 23 98 91. Si vous avez des questions à poser à nos professionnels, ils sont là. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai le plaisir de recevoir professeur Chakali. Bonjour. Merci beaucoup, madame, pour l'invitation et pour tout l'intérêt que vous portez à ce sujet. Merci. Donc, merci d'être là, professeur Chakali Mohamed. Donc, vous êtes sous-directeur de la promotion et de la santé mentale au ministère de la Santé. Parfaitement. Donc, on a déjà planté le décor. On a déjà commencé par donner une définition claire à qu'est-ce qu'une addiction et surtout faire la différence avec une habitude. La question que je voulais vous poser, c'est quelles sont les addictions que l'on retrouve le plus, les plus répandues dans notre société et dans toutes les sociétés du monde? Dans toutes les sociétés du monde ou bien dans notre société, bon, dans notre société, à vrai dire, il y a des addictions beaucoup plus aux substances psychoactives. Surtout, si on parle de la région algéroise, on parle beaucoup d'opiacés. C'est-à-dire il y a des substances, mais ça existe. On a l'alcool, le cannabis, tout ça, c'est des substances psychoactives. Le tabac, oui, le tabac, absolument. Tellement il est plus grand, c'est oui. ça, tellement d'ailleurs c'est le plus addictif. Et on a aussi l'addiction qui est sans substance, elle est due au comportemental, comme les réseaux sociaux, les jeux. C'est un phénomène nouveau. Autrement, il y a quelques années en arrière, jamais on aurait pu dire des addictions. C'est normal, il y a l'Internet aussi, les écrans. Ça, c'est les écrans. On a le sucre, il y a le sexe, il y a plusieurs choses. Enfin, c'est des addictions qui vont venir. Je crois que le produit sera multiple avec l'évolution de la vie. Oui. Donc, au niveau du ministère, quelles sont les actions que vous menez? Quels sont les plans qui ont été mis en place ces dernières années? Bon, le ministère de la Santé n'a pas manqué d'efforts depuis 1990. C'est-à-dire une première commission a été mise en place au niveau du ministère de la Santé concernant la toxicomanie. Donc, on s'intéressait, on appelait ça la lutte contre la toxicomanie. Ensuite, il y a eu l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie qui a été mis en place en 1997. Et c'est à cette date-là, 1997, qu'a été créé le premier service de lutte contre la toxicomanie à Blida, France Fanon, qui a été suivi l'année suivante d'un service à Sidi Chahmi Oran, un autre service de lutte contre la toxicomanie. Mais à l'époque, on pensait qu'un toxicomane, comme on les appelait à l'époque, devait être mis dans un hôpital enfermé, et c'est comme ça qu'on le sèvre, et c'est comme ça qu'on le soigne. Maintenant, les choses ont complètement changé. On ne voit pas du tout les choses. C'est un mot qu'on n'emploie plus, on parle plus de... Voilà, on a intégré, d'ailleurs on a appelé ça les centres de soins en toxicomanie. Et depuis 2014, il y a un arrêté du ministère de la Santé qui date de 2014, mars 2014. Donc c'est un arrêté qui parle maintenant de CISA, de Centre intermédiaire de soins en addictologie. Donc le ministère de la Santé a préféré voir cette question de la dépendance aux substances sous un angle médical. Donc ça devient des maladies, au sens propre du terme, qui doivent être soignées par des médecins. Donc ça devient une maladie chronique, qui nécessite un savoir-faire médical. Maintenant, les choses sont bien cadrées. Donc, maintenant, pour offrir des soins à ce genre de patients, il faut être médecin. On peut être accompagné par des psychologues, des éducateurs, mais c'est une offre de soins qui obéit aux règles qui sont définies dans la loi pour l'offre de soins. Très bien. Voilà. Donc ça devient des maladies comme les autres. Le ministère de la Santé a donc décidé de créer 53 centres dans notre pays, ambulatoires. Dans chaque wilaya, il est prévu de créer un centre. Donc on a à peu près maintenant toutes les wilayas sont pourvues. On a encore 2 ou 3 où ces centres n'ont pas encore vu le jour, mais sinon les wilayas sont pourvues. Et on a des centres hospitaliers, parce que quelquefois cette situation impose une hospitalisation. Et on a 5 centres hospitaliers qui sont tous des centres universitaires, hospitalo-universitaires, gérés par des professeurs chefs de service. Donc on a un à Annaba, un à Tizi Ouzou, un à Blida, un à Alger, Cheraga, et un autre à Oran, Sidi Chahmi. Donc il y a 5 centres universitaires hospitaliers, et il y a 53 centres ambulatoires qui sont prévus, dont 50 centres sont en cours d'activité actuellement. On a 50 centres dans notre pays qui sont des centres ambulatoires dans chaque wilaya. Il y a un recours. Bien sûr, il ne suffit pas de construire des murs. Bien entendu, il faut avoir le plus important, c'est d'avoir la ressource humaine dans un domaine qui est nouveau, qui n'est pas étudié en médecine,
qui n'étaient pas étudiants en médecine. Maintenant, il y a des filières quand même de formation. Et le ministère de la Santé a aussi fait un effort de formation continue. Donc, il a été mis en place des CES, des certificats d'études spéciales en addictologie, donc auxquels il est confié cette tâche de soigner des malades atteints de dépendance, que ce soit une dépendance, comme disait ma collègue, aux substances, ou dans un autre type de dépendance. Donc toutes sortes de dépendances. En plus, cette nouvelle façon, cette nouvelle appellation, donc maladie mentale, déjà, ça, on va dire, ça va réconforter beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui sont dans ces situations, parce que il faut savoir que ça reste quand même, ça reste tabou, ça reste une honte. Une personne qui souffre de cette addiction, déjà, en fait, lui-même souffre de cette honte. La famille aussi, il y a des non-dits, ça reste une situation taboue. Tout à fait. C'est toujours tabou d'ailleurs, je le vois quand je reçois aussi les personnes addictes aussi avec leur famille. Très souvent, ils viennent accompagnés de leur famille. C'est une perturbation familiale totale. Et même sur le plan, ça affecte la santé, les relations, les finances aussi, parce qu'on sait que pendant la crise, ils vont vendre n'importe quoi pour justement se procurer la drogue, par exemple. Donc, alors, moi, j'accompagne ces personnes en collaboration avec le côté médical, puisque bon, il y a aussi d'autres techniques complémentaires à la médecine, comme l'hypnose, comme les thérapies aussi, comme le coaching aussi, surtout si c'est du coaching issu des neurosciences, c'est très très poussé. Et on voit déjà les comportements, déjà il y a un changement de comportement. Il y a aussi le sentiment de culpabilité parce qu'ils s'en veulent juste après. Il y a la gestion des émotions, ils sont en pleine crise, donc il y a l'intelligence émotionnelle aussi, vraiment à développer. C'est vraiment le gros travail qu'on fait avec ces personnes. Avec ces personnes addictes. Vous pouvez donc nous appeler au 021 23 98 91 si vous avez des questions à poser. Nos professionnels sont là pour répondre à tous vos questionnements. Et même aussi, donc, si vous avez un témoignage, si vous êtes, on va dire, vous avez été dépendant pendant des années, que vous avez réussi à vous en sortir, ça serait bien donc que vous nous partagiez donc cette expérience. Monsieur Abidet, donc le centre de Bouchaoui, est-ce que vous pouvez rapidement un petit peu nous le décrire et nous dire exactement en quoi consiste ce centre? Très bien. D'abord, on doit remercier quand même les pouvoirs publics de nous avoir réservé un espace très exceptionnel, c'est la forêt de Bouchaoui. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'être à l'intérieur de cette forêt de Bouchaoui. Nous remercions aussi les autorités de nous avoir bâti un centre de prévention de proximité. Ce n'est pas un hôpital, c'est un centre de prévention de proximité. Ce centre actuellement accueille 1300 jeunes filles et garçons avec un traitement naturel. Nous sommes en train d'aider les hôpitaux parce que nous n'avons pas, comment dirais-je, les grandes capacités pour traiter les drogues dures. Et donc, nous avons laissé les drogues dures pour les hôpitaux et les drogues douces pour le centre de Bouchaoui, avec un traitement très souple, naturel, à savoir, on a mis sur... déjà, on remercie comment dirais-je, la volonté des jeunes qui viennent avec leur propre gré. Si un jeune, malgré son âge, il vient accompagner il vient avec sa femme, les kbir, il dit on a vu que les jeunes ont accepté ce nouveau mécanisme naturel de Bouchaoui, qui se traduit par quoi? Par une salle de mécanothérapie, une salle de remise en forme, une salle d'hydrothérapie, une salle de massage de jet par d'eau, une piscine d'aquagym, un parcours de sport santé jeune, et plus un traitement en phytothérapie. D'accord. Donc énormément d'activités vous proposez à ces jeunes. Les jeunes ont aimé ça. Ils chauffent une grande piscine, la Hiberk, une activité à l'intérieur de l'eau, par des coachs qui me gueulent, madame, l'accompagnement des psychologues filles et garçons, le Ghab Allah Hiberk, veut dire
la grande salle qu'on remercie de passage, la Soatra qui nous ont équipé cette salle avec un matériel ultra moderne, veut dire... Donc tous les éléments sont là pour pouvoir accompagner ces jeunes et on va dire les extirper de cette addiction en douceur. Donc c'est ce que vous Oui, dites. parce que les jeunes auparavant ne connaissaient pas le centre. Ils connaissaient Absolument. Non. Donc quand on ne connaît pas, il y a cette peur de l'inconnu. C'est un centre l'inconnu. de prévention de psychothérapie عند قرب. Voilà. Donc, quand on trouve un jeune vraiment, qui nécessite une prise en charge à l'extérieur, À l'extérieur, vous le guidez. Madame en collaboration. On remercie aussi le professeur Abbaziri, Tati Ouzou, François aussi. On travaille à peu près En fait, vous travaillez en étroite collaboration. Veut dire, on ne peut pas traiter, nous. Bon, nous sommes une société civile, on est mal étatique. Très Nous bien. sommes une association bénévole. La chance que nous avons, c'est que nous avons acquis une expérience un peu particulière. Moi, je suis expert consultant international. J'ai eu la chance d'avoir une formation à l'étranger. J'ai mis en valeur cette expérience. Donc cette expérience sur le terrain en faveur des jeunes. La question que je voulais vous poser, quelle est la tranche d'âge qui est le plus susceptible de succomber à toutes ces addictions? Le susceptible, c'est-à-dire les sujets à risque. D'accord. On s'inquiète beaucoup plus pour les adolescents. L'adolescent et le jeune adulte. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est en développement. Il n'est pas encore mature. C'est là où la personne, elle est fragile. Il y a une fragilité. Donc en fait, c'est un terrain propice. Exactement, c'est un terrain propice. Est-ce que on va dire les deux sexes, que ce soit filles et garçons, sont concernés aujourd'hui? Autrefois, on sait très bien que c'était, voilà, on parlait plutôt d'hommes, donc qui s'adonnaient à des consommations de drogue, mais aujourd'hui on voit que... On reçoit les deux sexes sans aucun problème en ce moment. Le nombre de filles commence à augmenter, bien sûr, avec l'idée de tabou, etc. La fille, toujours, elle souffre en silence. Mais maintenant, ce qui est bien, je crois qu'à travers les médias, la sensibilisation, ça a donné quelque chose. La fille, quand même, elle commence à verbaliser sa consommation. Ils viennent, ils consomment. Je reçois même de jeunes mamans aussi. Très bien. Donc, au niveau du ministère, comment voyez-vous la situation? Je dois d'abord commencer par émettre une petite réserve, parce qu'il n'y a pas les drogues simples. Voilà, des drogues dures, absolument, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Donc, toutes les drogues sont dures. Des drogues qui ont plus de conséquences graves et dramatiques, comme l'usage de drogues injectables. Mais les drogues, c'est la drogue, l'addiction, c'est une maladie. Et la maladie nécessite des soins. Et les soins, c'est les prérogatives du ministère de la Santé. Il faut que ce soit clair, que ce soit dit haut et fort. On ne peut pas soigner si on n'a pas un agrément du ministère de la Santé. Ça, c'est absolu, c'est une règle, il faut qu'elle soit respectée. Et on ne peut pas soigner si on n'est pas accrédité par le ministère de la Santé. Deuxièmement, le soin aux addictions ne peut pas se faire par le ministère de la Santé seul et par les centres de soins seuls. D'ailleurs, les premiers à s'occuper de ces problèmes dans le monde, c'est la société civile. Très bien. Les free cliniques de San Francisco aux États-Unis aux années 70, c'était des associations, c'était des soins dans les trottoirs. Quand il y avait le mouvement EPI, ce n'est pas les pouvoirs publics ni les institutions qui sont intervenus, c'est les associations qui sont intervenues en premier. Donc la société civile collabore, aide, mais elle ne peut pas le faire seule. Et aucun cas ne doit échapper aux mesures de soins. Donc il y a une collaboration entre la société civile et l'institution de soins, c'est une très bonne chose, mais qu'il y ait une prise en charge uniquement dans un centre de soins qui n'est pas agréé, ça, ce n'est pas acceptable et ce n'est pas légal. Il faut que ce soit dit clairement. Très bien. Donc, premièrement, je voulais intervenir sur ça. Ensuite, concernant les âges, les chiffres que nous recevons au niveau du ministère de la Santé, les malades pris en charge dans ces centres dont je vous ai parlé, ne couvre pas toute la demande. On le sait bien. On le sait bien, parce qu'on doit estimer le consommateur dans notre pays autour de 600 000 consommateurs. Et les patients que nous recevons dans nos centres de soins se comptent en milliers. On a 30 000 patients qui viennent dans ces centres, dans tous les centres qui sont répartis à travers le territoire national. Donc, c'est 1 sur 10 qui viennent se soigner. Se pose le problème de l'offre de soins et de la qualité de l'offre de soins. Les centres dont je vous parle ne sont pas les mêmes
dans toutes les wilayas. Il y a des centres qui sont très actifs, surtout dans les grandes villes, mais il y a des centres qui sont moins actifs. Les grandes villes souffrent plus de ce phénomène. Souffrent peut-être plus, mais il y a aussi une grande concentration de population. C'est pour ça que le ministère de la Santé a prévu 3 centres ambulatoires à Alger, 3 centres à Annaba, 2 centres à Constantine, 2 centres à Oran, et tout le reste des wilayats reçoivent un centre. Il y a le problème des 10 nouvelles wilayats aussi qui sont en train d'être dotées aussi de centres de soins en addictologie. D'accord. Donc là, le chiffre qui arrive au ministère de la Santé, c'est-à-dire les 30 000, c'est 1 sur 10. C'est le fait aussi que cette maladie-là n'est pas automatique, ne fait pas suite à une demande automatique de soins. Parce qu'il y a des gens qui sont en confort dans leur consommation. Il y a aussi des consommateurs récréatifs. La cocaïne, c'est une consommation récréative. Ils sont bien dans leur peau, tant qu'ils peuvent, jusqu'à se faire attraper, jusqu'à arriver à un délit. Mais sinon, pour lui, pas question de se soigner. La demande n'est pas formulée. Elle peut être formulée par la famille. Mais ensuite, la famille, je plains les familles parce que la famille, quelquefois, souffre beaucoup plus que la personne atteinte elle-même. Donc il y a cette problématique du tabou, du refus du soin, de la distance par rapport à... Il y a des gens aussi, peut-être, qui ne croient pas à la possibilité de soigner. Justement, c'est ça qu'il faudrait qu'on mette vraiment l'accent sur ça. C'est une idée reçue qu'il faut absolument combattre. C'est-à-dire l'idée que quelqu'un qui consomme et quelqu'un qui est fichu, c'est l'idée qui est reçue. À mon avis, il faut absolument la combattre. Il y a toujours des solutions. C'est ça, on dit toujours que généralement, ce qu'ils disent, c'est pas la peine, je ne pourrai jamais m'en sortir. Oui, il est incurable. Oui, mais ça sert à rien. C'est plus fort. Et en plus, c'est pas un malade, c'est quelqu'un qui veut être. Oui. Tous les jeunes qu'on rencontre veulent s'en sortir. Ils mais ont tous les jeunes ne peuvent pas s'en sortir. C'est ça la difficulté. Donc nous avons Farhat Taïeb qui nous appelle d'Alger. On va prendre l'appel. Bonjour. Monsieur Hadj, comment allez-vous? Hadj Taïeb, comment allez-vous? C'est pas Farhat Taïeb, c'est Monsieur Baïtar Taïeb. Voilà, bonjour. Excusez-moi. Allez-y. Oui, merci. D'abord, je dis bonjour aux invités qui sont avec vous, messieurs les spécialistes, mesdames, messieurs, dames, et Monsieur Abidat. Tant je suis quand même un petit peu dans le mouvement associatif, je voudrais rajouter quelque chose. Allez-y. Un petit peu pour préciser que le centre de Bouchaoui, ce n'est qu'un, comment dirais-je, c'est un truc pilote, un centre qui est très efficace, que M. Abidat a oublié d'ajouter, c'est qu'il est en train de travailler pour aider nos jeunes, pour essayer de les récupérer et de les réinsérer dans la société. C'est ça ce qui est un petit peu encore mieux, c'est qu'il a pensé un peu traiter ces jeunes, les aider et créer un atelier protégé. Très bien. L'atelier protégé, c'est un petit peu une formation pour les jeunes, parce que ces jeunes-là, quand ils vont sortir, donc ils vont se retrouver dans la rue. Peut-être la majorité, c'est des chômeurs, parce qu'on connaît un petit peu ces jeunes dépendants. C'est par rapport un petit peu le chômage et les problèmes de la vie sociale. Donc, par accident, ils se retrouvent un petit peu dans ce genre de drogue douce, ou je parle pas des drogues telles que l'héroïne et tout, mais les drogues douces qui touchent un petit peu la société d'une manière générale. Les jeunes, tous non jeunes. Elle est à travers les écoles, elle est à travers les lycées, elle est un peu partout. Et ça, c'est quelque chose vraiment de grave pour nous. On essaye de faire tout nos possible pour essayer, disons, pour la prévention, beaucoup plus. Alors donc pour les ateliers protégés, c'est leur donner une formation, et en plus de cela, donc il y a quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est que ce centre, il est le seul centre, disons, qui fait le traitement un petit peu naturel. Voilà. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous en prie. Merci. Le centre. Pardon? Il y a d'autres centres. En fait, oui, effectivement. Donc, il y a d'autres centres. Alternatives. Et c'est ce que disait tout à l'heure le professeur Chakali. En fait, c'est cette association de tout, on va dire, de tous ces domaines qui font qu'on puisse aider le maximum. Voilà. Mais j'aimerais rajouter aussi une chose, que pour les drogues douces, généralement, c'est une porte d'entrée à l'addiction. La drogue douce.
C'est-à-dire que s'il n'y a pas une prise en charge médicale, il peut arriver aux drogues dures facilement. Parce que généralement, on commence par le cannabis, un joint de cannabis, qui va donner autre chose. C'est une porte d'entrée. Et en plus, que ce soit doux ou pas, si la répétition et la durée dans le temps et la dose augmentent, ça affecte les connexions neuronales. Exact. Donc, à un certain moment, ça se répercute et ça complique encore plus. Exact. C'est pas parce que c'est du cannabis que c'est pas grave. Absolument. Donc c'est pour ça qu'on dit, en fait, on essaie toujours de dire de ne pas employer les drogues douces et dures. Donc généralement, on dit drogue en général. On parle de maladies addictives. Absolument. On parle de maladies. Même quand il n'y a pas de substance, même quand il y a les écrans, c'est une maladie active. Quand il y a par exemple l'addiction au jeu, c'est une maladie addictive qui, même sans substance, peut être dramatique parce qu'elle peut détruire la vie de quelqu'un. La vie de quelqu'un, la famille aussi, donc autour d'elle. Les choses ont évolué maintenant, et maintenant l'addiction, elle prend des proportions importantes dans tous les domaines. Donc on a différents types d'addictions, mais ces addictions obéissent au même principe sur le plan médical, neurophysiologique et thérapeutique, avec toutes les ressources thérapeutiques que nous pouvons utiliser. Il y a des protocoles de soins aux addictions. Donc c'est quoi exactement le plan médical? Vous pouvez nous donner un peu de... Ce plan médical, il y a ce qu'on appelle le circuit de la récompense, c'est-à-dire que quand on s'habitue à une substance ou à un comportement, on peut le cerveau installe un système de récompense qui fait renouveler donc à chaque fois le comportement. Donc c'est un maintien d'un comportement addictif qu'il faut casser. Et c'est ça le soin. Le soin, c'est la réduction de ce comportement, c'est le changement de comportement, comme a dit madame. C'est-à-dire qu'il faut arriver à obtenir un changement de comportement. Et ça, c'est un défi important. C'est-à-dire changer le comportement de quelqu'un. En fait, la difficulté est là. Et ce changement, le changement, ça peut aussi être le changement de comportement de l'entourage. C'est-à-dire le renforcement des capacités de la famille, par exemple, et des parents. Le renforcement des compétences des enseignants. Les enseignants, ils sont lassés par des problématiques pareilles dans les écoles quand ils ont affaire à une personne addicte. Avant que l'addict lâche, l'enseignant a déjà lâché. Donc il faut qu'il y ait un renforcement des compétences de ces personnels. Donc tout est dans le changement de comportement. Maintenant, le changement de comportement ne s'obtient pas aisément. C'est tout le travail que doivent faire les professionnels formés aux soins en addictologie. Ça, c'est très important qu'il y ait une formation. Et la formation, je dirais que même le circuit initial, les circuits initiaux de formation des médecins, des psychologues, ne sont pas suffisants parce que la problématique elle est nouvelle et les programmes sont anciens. Donc il y a un décalage entre le contenu des formations et les mises à jour. Il faut toujours des mises à jour. Et c'est pour ça que le ministère de la Santé a mis en place ce certificat d'études spéciales en addictologie qui a pu toucher maintenant 4 promotions. La 5e va être lancée ces jours-ci. Mais ça reste un petit nombre. On a 50 centres, il faut qu'il y ait au moins 2-3 médecins addictologues par centre. Donc il faudra attendre qu'il y ait suffisamment de personnes formées. Donc, et la demande, elle est là. Il faut former aussi le psychologue. Voilà. Parce que le contenu de la formation en psychologie reste encore très pauvre dans le domaine de l'addictologie. Donc il faut aussi s'intéresser à ça. La formation à l'entretien motivationnel, qui est le départ de toute thérapie. Si quelqu'un n'est pas motivé pour arrêter, pas la peine de commencer. Il faut commencer par l'entretien motivationnel. La formation des personnels d'accueil. Un infirmier qui accueille une personne addicte n'est pas comme l'infirmier qui accepte une urgence médicale ou chirurgicale d'une autre nature. Ce n'est pas la même chose du tout. Donc tout ce chantier de formation multidisciplinaire, il est en cours et il rencontre des défis, vu le nombre de patients, vu l'étendue de notre pays. Ce sont des choses qui prennent du temps. Alhamdoulilah, quand on voit qu'on a maintenant déjà 50 centres dans notre pays, c'est énorme. Aucun pays africain ou arabe n'a fait cet effort-là. En plus, on arrive à comprendre. Docteur Belhadj, donc vous-même avez suivi cette formation, vous êtes addictologue. Oui, j'ai fait ma formation. La première formation en 2018. Bon, j'ai bénéficié bien avant, j'ai été formé par un médecin addictologue, Dr Hammani. Et après, j'ai bénéficié d'un CES. Je l'ai fait avec choix, je l'ai aimé. Et maintenant, grâce à cette formation, on commence à comprendre l'addict, à le prendre en charge, à vivre sa vie, avoir de l'empathie, à connaître son profil, parce qu'il nécessite quand même un accueil assez particulier, et à ressentir l'empathie, ressentir sa douleur.
on vit avec ce patient. C'est ce qui est bien, parce qu'on fait un travail quand même d'accompagnement, on vit avec le patient dans cette douleur. Croyez-le que c'est une maladie. Vous sentez un soulagement quand ils sont face à vous, quand, on va dire, vous les accueillez de cette manière-là? C'est sûr que c'est ma deuxième famille. Mes patients, mes addicts, c'est ma vie. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure, vous m'avez dit, je vis avec eux en permanence. Je vis avec eux parce que c'est un combat, ce que j'appelle tout le temps, c'est une danse de tango. Alors, chaque fois qu'il me donne un rythme, je suis obligée de suivre son rythme, tout en étant neutre dans la situation. Je n'ai pas le droit de le juger, même s'il rechute, je n'ai pas le droit. Le bon Dieu, il m'a donné quand même cette grande patience de reprendre tout le temps avec lui le même circuit. On est obligé de reprendre. Et je remercie mes patients pour cette confiance. C'est très important parce que remettre quand même une vie en thérapeute, quand même, pour moi, c'est une joie déjà. Bien entendu, c'est clair. Oui, alors je reviens justement, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, cher professeur, parce que c'est exactement l'intervention que je fais avec les personnes que j'accompagne, parce que je suis hypnothérapeute, donc je suis maître praticienne en hypnose ericksonienne, donc j'utilise beaucoup les changements de comportement avec les techniques d'hypnose, et aussi quand il y a la motivation, étant certifiée en neurosciences, donc j'utilise beaucoup les circuits de motivation neuronaux. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait en accompagnement, c'est la prise de conscience, parce qu'il n'y a pas de changement s'il n'y a pas de prise de conscience. Et ça, c'est important, c'est la première étape. Hein. Et ensuite, bien sûr, parce que le premier jour, en général, c'est la maman qui vient, ou le papa, ou les deux, et il ne veut pas venir. Je dis, ok, vous lui dites juste de venir, on en parle juste. Ça l'engage en rien. Et l'étape, c'est la prise de conscience. Après, bien sûr, je l'adresse à l'hôpital, d'abord, ou une consultation et tout. En général, il est suivi et après ils reviennent. Ou quand l'état commence à se stabiliser, il commence à rentrer, ça y est, il est motivé, il a adhéré, il est passé à l'action du début du sevrage. Là, c'est intéressant d'introduire l'hypnose. C'est mon point de vue. Après, bien sûr, ça donne de très très bons résultats et on gagne énormément de temps. Je ne sais pas si dans le programme d'accompagnement, vous avez inclus l'hypnose ou non. L'hypnose, le problème, c'est que les formateurs en hypnose n'existent pas dans notre pays. Si je suis formateur certifié. Les formateurs certifiés, à ma connaissance. Oui. Les formateurs en hypnose, j'aimerais bien savoir. Oui, parce que vous avez reçu. S'il y a des écoles de formation en hypnose, j'aimerais bien les connaître. Alors, ce n'est pas une école. Non, je parle des établissements hospitaliers universitaires. Ça dépend de l'approche des établissements hospitaliers universitaires pour la formation en hypnose. M. Kacha a tenté déjà de former des... Je le connais, par Pierre Alain. Hypnose, mais sinon, on n'a pas de référence de formateurs en hypnose dans notre pays. La formation en hypnose est très chère, très coûteuse. Oui, je sais. Et elle ne peut pas s'adresser à l'ensemble des personnes que nous prenons dans nos centres. Ça peut être un projet, peut-être, oui, il y a plein d'intégrer, peut-être. Personnellement, je suis praticien EMDR. C'est une technique aussi particulière. Et je sais qu'il y a des protocoles de soins en EMDR. Donc, il y a des techniques, il y a des protocoles de TCC aussi. Oui, il y a la sophrologie. De changement de comportement, la sophrologie. Donc, les thérapies familiales. Il y a plein d'approches comme ça. Il y a une panoplie de soins qui peuvent être apportés. Absolument. Si le ministère de la Santé pouvait doter en formation tout son personnel dédié à la dictologie, il l'aurait fait. Mais connaissant les coûts, la qualité des formateurs, surtout des formations qui sont reconnues, reconnues universellement, reconnues mondialement. Je suis praticien MDR, mais je ne suis pas pharmacien MDR. Donc, la formateur. Donc, en fait, monsieur Chakali, pour résumer, en fait, on va dire que pratiquement tous les moyens sont bons. On peut tous participer d'une manière ou d'une autre. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout, mais seulement il faut que ce soit dans un cadre. Bien entendu, que ça soit toujours intégré, reconnu. Reconnu. Il faut que ce soit dans un cadre réglementaire reconnu. Par exemple, un psychologue qui a un cabinet privé reconnu avec un agrément classe. C'est un clinique privé qui existe, qui a un classe. De toute façon, nous avons besoin des efforts de tout le monde. Et voilà, c'est le cahier des charges. Parce que le ministère de la Santé a le devoir de savoir qui fait quoi.
Bien entendu. devoir, c'est un devoir. Donc nous devons savoir qui fait quoi. Et dans le cahier des charges, on doit avoir les profils des personnels qui sont formés. Ensuite, il y a un agrément qui est attribué par le ministère de la Santé. On a besoin de tout le monde et on a besoin encore plus de sang. Et là, c'est un vide. Donc, c'est ce que disait pour l'hypnose. Il n'y a pas de vide juridique. Monsieur Abidet. Oui, non, il n'y a aucun vide juridique. On va revenir un petit peu donc, au sujet. Monsieur Abidet, donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu exactement ce que vous faites dans votre centre et surtout quand vous accueillez donc, ces jeunes qui viennent vers vous, quelle est leur première impression en rentrant dans votre centre? D'abord, nous n'avons pas la prétention de substituer les établissements étatiques. Bien entendu. Tout à fait. Justement. L'État restera toujours État. Donc c'est l'établissement privé. Nous ne sommes qu'un mouvement associatif pour apporter un plus. C'est ce qu'on dit. Les orientations de M. le Président de la République, la dernière réunion du Conseil des ministres, il a bien précisé qu'il faudra sortir avec une stratégie nationale de prévention de proximité et à la recherche de tous les canaux qui peuvent contribuer à un plus. Et le problème de la drogue actuellement, ça ne concerne ni le ministère de la Santé, ni le mouvement associatif, mais ça concerne tout le monde. On est en fait toute la société, absolument. Tout le monde est menacé. En fait, toute l'Algérie, tous les Algériens, on sait c'est un fléau. Effectivement, on sait très bien. Personne ne peut faire. Bien entendu. Monsieur Abidet, on va reprendre un petit peu le schéma familial qui était autrefois. Il y avait tout le monde qui était là, qui surveillait les enfants. Autrefois, dès qu'un enfant était, on va dire, joué devant le pas de la porte ou à côté de la maison, il y avait le voisin. Il y avait pratiquement tout le monde qui était, ils étaient pratiquement en surveillance. L'enseignant avait le droit. À l'école. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de dire. En fait, on a besoin de tout le monde. Il y a même aussi les anciennes personnes qui étaient addictes et qui ont réussi à s'en sortir. On a besoin de ces personnes-là. En fait, elles sont en capacité de pouvoir déjà aider puisqu'elles-mêmes ont réussi à s'en sortir. Donc déjà, c'est un exemple pour tous ces jeunes. Donc, une grande parenthèse dans ce sens-là. Allez-y. Nos meilleurs éducateurs de quartier. Nous avons 1000 jeunes éducateurs de quartier et éducatrices. Oui. Les meilleurs éducateurs. Peut-être ils peuvent parler mieux que moi. Ils sont en train de faire un travail de prospection à travers les quartiers extraordinaires. D'ailleurs, c'est eux qui nous ramènent les jeunes. Nous avons créé un psychobus, c'est une première expérience en Algérie. C'est un véhicule qui sillonne tous les quartiers populaires avec à l'intérieur des psychologues, des médecins, des éducateurs. Et c'est grâce à ces anciens, pour ne pas dire anciens toxicomanes, j'aime pas. On va dire des anciens addicts. Des anciens jeunes en difficulté qui sont en train de faire un travail extraordinaire de prospection. Et donc, grâce à eux, que le centre maintenant de Bouchaoui a 1300 jeunes en traitement. Et ce qui est bien, d'ailleurs, tout le monde est invité pour le 26 juin, Inch'Allah. C'est la journée mondiale de lutte des drogues. On ne va pas essayer de montrer شحال دخلنا الحبس شحال دخلنا السبيطارات. On va voir شحال combien on a de sauvé. Combien de Qu'est-ce qu'on va faire On a prévu une promotion un peu particulière de 100 jeunes, filles et garçons, qui ont respecté le protocole du mécanisme TANA pendant 3 à 6 mois. Et il y aura la médaille de mérite pour ces jeunes qui ont fait un grand effort. Ou la médaille de mérite, par qui elle va être remise? Ce n'est pas par le médecin, ce n'est pas par le psychologue, c'est la mère que hier, elle souffrait avec des larmes en voyant sa fille et son gosse d'Ehloued. Alhamdoulilah, le jeune retrouve comment dirais-je, le confort familial, les canixos, et c'est la mère quand elle remet la médaille à son fils ou à sa fille, une émotion extraordinaire. Et donc, vous allez voir ça, Inch'Allah. Oui, M. Abidet, en fait, c'est la reconstruction du lien familial. Et donc, c'est une expérience qu'on a mis. Parce qu'actuellement, il faut changer de mécanisme de traitement. Il faut changer de mécanisme de traitement. مريض يبقى مريض. Mais هذا
celui qui consomme de la drogue douce, pourquoi? Monsieur Abidet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne veut pas dire drogue douce et drogue dure. Effectivement, c'est vrai que peut-être le degré d'addiction, peut-être qu'il y a, vous pourrez peut-être me répondre. Est-ce qu'il y a des drogues qui sont beaucoup plus rapidement addictives que d'autres? C'est normal, il y a même des drogues qui peuvent, par exemple, transmettre des maladies qui sont très dangereuses, la sérologie, le HIV, l'hépatite C, c'est ça le problème. Et j'aimerais expliquer à monsieur Abidet que la cure de sevrage, c'est l'addict qui l'exige. C'est pas, on respecte la vie de l'addict. Déjà, on a le respect de ce patient. On n'est pas obligé de nrelqou aleh. On n'a pas le droit de nrelqou aleh. S'il veut se traiter en ambulatoire, il est le bienvenu. S'il veut se cacher du quartier, du milieu et retrouver une sécurité à l'hôpital, c'est extraordinaire. S'il est à l'intérieur de l'hôpital, c'est sa volonté à lui. Il s'agit d'un divorce, d'une séparation, de quelque chose qu'il aime. C'est une complémentarité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette complémentarité. On le respecte. L'offre de soins, le traitement, c'est clair, c'est le médecin, c'est le psychologue, c'est l'équipe soignante, c'est clair. Si je vois qu'il est en danger. Maintenant, l'éducation, l'accompagnement, et surtout, on n'a pas parlé de prévention. Oui, on n'a pas encore parlé de prévention. Et la prévention, c'est le rôle du mouvement associatif. En fait, les personnes addictes, ce sont des lieux, là où ils doivent se rendre, en fait, il ne doit pas avoir de jugement. Je pense que c'est la première chose que recherche une personne qui est en difficulté, c'est déjà de ne pas être jugé. Ou n'importe quel lieu où il puisse se communiquer aussi. Moi, je pense qu'il faudra donner la possibilité à ce jeune, fille ou la garçon, où il s'est brohou. Voilà. Le problème est là. Oui. Ça brohou dans un milieu hospitalier. Absolument. Très bien, bien sûr. Ça brohou dans un milieu associatif. On le respecte, c'est ça. Allah يبارك. On ne veut pas forcer là, لازم تدخل السبيطار. Non, qu'est-ce qu'on a fait dans notre association, enfin dans notre organisation nationale? قلنا نخفوا pour les hôpitaux. Les hôpitaux, Allah يبارك, qui sont عندهم les moyens. On remercie les grands professeurs qui sont en train de faire un travail extraordinaire. حنا قلنا هادو les drogues dures. On ne peut pas les traiter parce qu'on ne mais nous sommes en train de traiter le rôle de pompier. En fait, ce que vous faites, c'est que vous apportez de l'eau au moulin. Voilà. Nous sommes en train de jouer le rôle du pompier. Dans le cadre de la prévention, bien entendu. Justement, il y a la prévention. On ne va pas banaliser le rôle des associations. Bien entendu, Au contraire, vous êtes en train de faire des efforts extraordinaires. Ça fait plaisir que cet enfant on se chamaille pour lui. Ça fait vraiment plaisir. Un point très important. Barakallahu fik. L'État, Doula, elle n'est pas dupe pour nous remettre toute une forêt de bouchaoui. Bien entendu, Allah. Nous commençons à avoir des capacités. On a une expérience. Jamais il y a cet espace qui est un espace extraordinaire. Donc, monsieur Abidet, on va passer au volet prévention. C'est vrai que c'est un volet qui est très très important. On a parlé déjà des personnes, des jeunes, c'est surtout les jeunes qui sont touchés. Donc, une fois qu'on va dire qu'ils sont dans cet engrenage, il y a ceux qui sont encore un peu plus jeunes et qui ne sont pas encore. Il faut en fait les sensibiliser et le rôle de la prévention est très très important. La prévention, il faut l'entendre sur plusieurs sens. Il y a la prévention au sens sécuritaire du terme. Quand on fait des saisies de substances, quand on fait des arrestations de malfaiteurs. Donc on fait de la prévention au sens sécuritaire du terme. Oui. Maintenant, la prévention au sens sanitaire du terme. Le ministère de la Santé a une direction générale de la prévention. Donc il a l'habitude de la prévention, il l'a fait pour toutes les maladies, pour la tuberculose, pour la rage. Maintenant, il est question aussi d'organiser la prévention contre la consommation de substances. C'est la prévention au sens sanitaire. Elle doit être bien sûr dirigée par le ministère de la Santé, cette prévention sur le plan sanitaire. Mais la contribution à la prévention, elle est multiple. Tous les secteurs font déjà actuellement des activités de prévention. Tous les secteurs de services de sécurité, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, tous les ministères font un effort de prévention. Et bien sûr, sur le terrain, la société civile fait aussi. Non, les actions, elles sont énormes. Il y a même des budgets énormes qui sont dépensés pour la prévention, partout. Donc maintenant, la question qui se pose, après avoir eu la quantité, maintenant il faut voir la qualité. La qualité de la prévention, c'est-à-dire comment faire arriver un message à un enfant. Parce que la prévention, si on ne la fait pas à un âge très précoce, très bien. Et quelquefois même avant la naissance,
Oui. C'est Donc pas la peine de le la rôle faire des parents, à 20 ans. ensuite le rôle des écoles. C'est la première structure. Sinon, il faut pas, la ça ne sert famille. plus à rien de la faire à 20 ans. Exact. À 20 ans, on fait une autre prévention. Exact. La prévention contre les drogues injectables, contre le sida. C'est la prévention tertiaire. Mais la prévention dernière. contre la consommation, Très, très elle jeune. se fait, Oui. ou bien elle est très précoce, ou bien elle ne sera pas. Ouais. Quand Deuxième, oui, allez-y. le message. Ça ne doit pas être les messages qu'on entend jusqu'à maintenant. Haram, dhurf saha, tout le monde le sait. Tout le monde sait. Oui. En Ça, on plus, le le sait. consommateur le connaît mieux que les autres, parce que ça lui coûte, ça le rend malade, tout le monde le sait. Mais il ne suffit pas de dire haram, il ne suffit pas de dire idrak fi sahtek, il ne suffit pas de dire C'est chouflan. illicite. Il faut aller à des stratégies efficientes de prévention en matière de consommation de substances. Il y a des programmes dans le monde qui ont réussi. On en connaît quelques-uns et on est même en phase avec certains pays pour organiser cette formation à la prévention Oui. ou comment construire une stratégie de prévention efficiente. Les pays qui ont réussi dans le domaine de la prévention, ils ne parlent pas à l'enfant de drogue du tout. Très bien. Ils parlent d'autre chose. Oui. Ils parlent des jeux. Le Ils parlent dessin, les des dessins. Ils couleurs. parlent d'autres l'art, choses, la mais musique, ça l'art. aboutit à, par exemple, un enfant ou bien un adolescent qui travaille dans un mouvement associatif contre le tabac, par exemple. C'est quelqu'un qui ne fumera jamais. Uniquement parce qu'il a travaillé dans une association qui lutte contre le tabac. Donc ça, c'est un exemple très simple d'une prévention efficiente. Donc en fait, il y a Donc, de il y a nouvelles des voies programmes. de prévention. Oui. Il y a des programmes sur desquels nous devons absolument nous Le inspirer. sport. Ces pays nordiques Oui, ont réussi ah oui, c'est les certains. meilleurs. Les chiffres ont les descendu. Les chiffres des pays comme la Suède, La ou comme- Norvège. qui ont maintenant réussi des programmes de prévention, ont réussi à chuter. Nous avons la chance d'avoir 12 millions d'élèves dans les écoles. Vous imaginez le réceptacle, c'est le tiers de la population algérienne. Il est à l'école, un cadre. Nous avons la chance d'avoir un système de santé scolaire. Nous avons la chance d'avoir dans ces unités de santé scolaire, elles sont plus de 2000 dans notre pays, Oui. donc ces unités de santé scolaire disposent d'un psychologue, au moins un psychologue Oui. par unité. Donc le défi du ministère de la Santé, c'est de construire une stratégie efficiente sur un modèle qui a abouti à des résultats, avec un travail dans le milieu scolaire, par exemple. Si on fait ça, on aura abouti scolaire. à quelque Ouais. chose. En plus, on peut aussi avoir d'autres contributions des autres secteurs, surtout les affaires religieuses, par exemple, quand on voit le nombre de fidèles qui vont en mosquée. En mosquée. C'est quand même Le rôle de un la nombre mosquée aussi est extrêmement important. Donc il y a d'autres secteurs qui peuvent venir en appoint à une stratégie, mais il faut qu'elle soit construite, il faut qu'elle soit validée, il faut qu'elle soit fondée sur des données scientifiques. Scientifique. On aura aussi. Et ça, c'est tout le défi à mon avis, la prévention est peut-être la chaîne manquante dans notre dispositif, vu l'envahissement que nous connaissons par les substances qui rentrent de toutes parts dans notre pays, vu les risques aussi qui planent sur notre pays, parce qu'on parle de drogue douce, de drogue de cannabis, mais il y a des substances, les drogues de synthèse Encore plus maintenant dangereuses. sont autrement plus oui. dangereuses. Elles sont Plus dangereuses, Aux oui, tout à États-Unis, fait. il y a eu 100 000 morts dues au fentanyl. 100 000 morts. Donc, c'est des chiffres effarants. Ça n'est pas encore arrivé chez nous, j'espère que ça n'arrivera jamais. Bah oui, on Ça espère. commence à arriver en Europe. C'est arrivé déjà au Canada. Donc, ce sont des alertes pour lesquelles nous devons absolument Mettre des investir dans la prévention précoce en matière de Oui. consommation de substances. Et c'est ça l'issue, on n'a pas d'autre. Même Et on l'activité cible physique beaucoup plus, très on cible importante. l'adolescent. Très très jeune. Et on cible l'adolescent. Voilà justement, on va Adolescent, essayer de- parce que c'est là où C'est un âge l'expérience- voilà, où Ah oui. c'est ça, essayer. La plupart du temps, c'est juste, on veut essayer, on veut savoir ce que c'est. Mais en fait, c'est comme un piège. Une fois qu'on a ouvert la porte, c'est généralement. Mais justement, tout à l'heure, on en a parlé, on a dit qu'il y a des personnes qui sont un peu plus, Oui, pas tous. qui sont précoces, ils sont vulnérables. prédisposés, Voilà. Voilà, prédisposés. Plus fragile. prédisposé, oui. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des facteurs quand même. Bon, non seulement le cerveau, il est en développement pour le jeune adulte. Oui. Et il y a des prédispositions génétiques. Dans les parents, par exemple, il y a des familles d'addicts. Il y a des prédispositions socio-psychologiques. Il y a des personnalités pathologiques, comme les personnalités, par exemple, limites, un borderline, etc. Et on a sur le plan sociologique un milieu précaire, défavorable. C'est ça.
Et aussi, il y a un autre facteur qui est psychiatrique, c'est l'anxiété, les traumatismes, la dépression. Au fait, si on englobe le tout, le cerveau, pourquoi il cherche ce plaisir? Ça veut dire qu'il y a une souffrance quelque part. Tant qu'il y a une souffrance, il y a la recherche d'un plaisir. C'est de cette façon que l'addiction s'installe. Il y a aussi, oui, certaines personnalités sont plus sensibles. Les personnalités trop empathiques, les HPE, voilà, les hauts potentiels émotionnels, ils ont une prédisposition. Après, moi je dis, tout le monde est prédisposé. Voilà. On reste, mais on a remarqué quand même qu'on n'est pas égaux. On n'est pas tous égaux face à l'addiction. Quand vous dites donc des profils un peu spéciaux, donc on retrouve certains qui réussissent un petit peu à détourner en allant vers, par exemple, la peinture. Ça devient des artistes. Pourtant, c'est des gens qui sont extrêmement... L'art-thérapie, hein. L'art-thérapie, voilà. Donc, heureusement, parce que dans l'addiction, s'il y a par exemple 10 personnes qui sont ensemble, ce n'est pas les 10 qui sont addicts, heureusement. Exactement. Bien heureusement, il y a les 3 qui sont touchés et les autres, c'est... En fait, quand l'addiction, c'est le produit qui choisit la personne et non pas l'inverse. Donc la prévention, professeur, on a discuté un petit peu hier, donc on avait parlé de l'importance de la cellule familiale, on va parler de prévention. Il est impératif que les parents puissent parler un petit peu, donc comme on a dit, de ce fléau aux enfants à un jeune assez, on va dire à un âge assez jeune. Surtout dans notre pays. Dans notre pays, quand la famille n'est pas là, personne ne peut la remplacer. Il n'y a absolument rien qui remplace une famille dans notre pays. Dans notre pays, il y a d'autres espaces, il y a les services sociaux, il y a même les institutions. Mais dans notre pays, on voit bien que dans ce domaine, et même dans d'autres, la famille est essentielle. Même dans d'autres pays, il se pose la question de l'accompagnement parental, de la parole. Mais chez nous, c'est la seule ressource. C'est presque la seule. Donc, l'appel aux familles, d'être très attentifs. Comme on a dit tout à l'heure, l'addiction, on y arrive, on y sombre progressivement. L'entraînement, le copinage, donc il y a des... L'oisiveté aussi, c'est pour ça que... Voilà, c'est pour ça que les espaces... faire des activités aux enfants, donc essayer de les occuper. Les espaces artistiques, les espaces sportifs sont extrêmement importants. Créer une passion peut-être Une passion pour détourner... Non, en fait, ce qu'ont fait les pays nordiques, toucher aux autres intelligences. On a plusieurs intelligences. Il faut toucher aussi aux autres, par l'art, par l'équitation, le sport, l'expression corporelle, le chant, le théâtre. Si on a des problèmes pour s'exprimer et tout, conseiller aux personnes, va faire du théâtre. Ça permet aussi d'exprimer le chant. Aussi, ça permet en fait de travailler sur l'intelligence émotionnelle. Voilà. On voit à l'école, par exemple, il y a on est concentré sur 2 intelligences. L'intelligence logique, donc toutes les matières qui appellent, voilà. Et puis le cerveau droit, donc tout ce qui est langue, voilà. Mais il y en a d'autres intelligences. Et ça, on n'a jamais, on ne le fait pas. Concernant la famille, ce qui est extraordinaire dans les familles. Dans les familles algériennes, ce qui est bien, on a le soutien familial, c'est très important. On reçoit par exemple un alcoolique avec une vieille dame qui est sa maman qui vient. Le seul problème qui reste sur le plan famille, il faut quand même que la famille avance sur le plan culturel aussi. Il faudrait qu'elle s'éduque. Déjà, elle doit s'informer pour l'addiction, parce que comprendre la maladie, on pourra la maîtriser, parce qu'elle nécessite quand même... Vrai que nous, on est une béquille, mais la famille, c'est l'autre béquille. Alors, il doit s'appuyer sur les 2 béquilles. Ce qui fait la famille, c'est très, très important. C'est la première structure. Pour cadrer un enfant, c'est la famille, c'est les parents. Ils doivent donner l'exemple. Créer un milieu stable. Il n'y a pas de conflit. Par exemple, ne pas dévaloriser cet enfant. Le père, il ne doit pas crier sur son épouse devant l'enfant, parce que ce que je reçois, c'est ça en fait, parce que l'enfant quand il vient, l'addict quand il vient avec de gros couffins de problèmes. De problèmes familiaux. C'est lui qui prend c'est le maître symptôme du couple. Par exemple, parce que surtout le garçon, il adore sa maman. Alors quand il voit sa maman tabassée, ou bien, il faudrait que le couple quand même avance dans ce sens. On va prendre juste un appel. Oui, et développer les talents, encourager, afin de lui faire augmenter sa confiance et l'estime de soi. Donc on va reprendre l'appel.
Allô? Haj Tayyib. Oui, oui Marhaba. bonjour. Marhaba. Je voudrais remercier la dame, la coach, là, parce qu'elle a parlé de quelque chose d'extraordinaire pour ces jeunes. C'est un petit peu l'intelligence émotionnelle. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qu'on a essayé d'utiliser avec M. Abidat. Et comment on a utilisé ça? C'est le jour de la remise des médailles pour les jeunes enfants, enfin les jeunes qui ont guéri, disons, qui ont réussi à un petit peu éviter de continuer un petit peu enfin je dirais ce mauvais chemin. Alors là, c'est comment on a fait pour l'intelligence émotionnelle. Je vais être bref. C'est que le jour où il a honoré ces jeunes, il a préféré que ce soit les mamans qui honorent ces jeunes. Alors je vous dis pas l'émotion que ça a fait. C'est un petit peu la présence, que ce soit des parents ou des invités ou nous-mêmes. On n'a pas pu se tenir un petit peu. On voyait un petit peu les larmes aux yeux de tout le monde. Quand on voit la maman prendre son fils dans ses bras et on voit enfin le jeune qui supplie sa maman de lui pardonner. Vous savez, Très bien, très bien. Merci beaucoup. Et je vous dis bon Absolument. courage pour cette... Très bien. Donc, c'est ce qu'on disait, en fait, c'est une réussite pour la personne qui réussit à s'en sortir et même aussi à l'entourage. Donc, généralement, c'est les mamans, ça peut être les épouses, tout dépend. Donc, c'est vraiment une réussite pour tout le monde. Ah ben oui, et surtout, celui qui s'en sort, comme vous avez dit, lui-même va travailler, continuer la chaîne. Je pense que le meilleur porte-parole pour les autres, c'est celui qui s'en est sorti. Voilà. Exactement, il s'en est sorti. Il s'en est sorti. Il est Vraiment. stable. Là, il peut participer. Vous savez, la prise en charge de l'addict, je pense, c'est mon point de vue, c'est le travail en réseau. C'est le travail, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le On va réseau. résumer un petit peu Chacun, l'émission. il va C'est vraiment, chacun apporte une pierre à l'édifice. On a un problème en Algérie, on l'a ouvertement. On veut attaquer ce virus chaque année le 26 juin. Très bien. Donc, on est là, Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Non, en fait, la lutte est là, monsieur Abidat, elle est permanente. Peut-être qu'on ne la voit pas, qu'elle n'est pas sous les feux des caméras, mais en fait, le travail de toutes ces personnes, entre autres comme vous, comme beaucoup de personnes qui sont... Il faudra conjuguer les efforts. Justement, c'est ce qu'on dit. Il ne peut rien faire. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Abidat, monsieur Chakali, professeur Chakali, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Comme ça, Fatima, merci. Merci beaucoup. Voilà, franchement, c'était une émission passionnante. On a appris énormément. Merci d'avoir répondu à notre appel. Et voilà, je vous dis donc merci de nous avoir suivis. Et je vous dis, restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous